Et notre invitée ce matin, c'est Anne Hidalgo. Bonjour à vous, Anne Hidalgo. Bonjour. Maire de Paris, bien sûr, et candidate à la présidentielle. D'abord, réaction au fait que Jean-Michel Blanquer, Anne Hidalgo, terminait quelques jours de vacances à Ibiza quand il a dicté le protocole de rentrée pour les enseignants, pour l'école, le 2 janvier dernier. Évidemment, ça fait réagir. Est-ce que c'est un mauvais procès fait à un ministre qui a droit à des vacances, comme tout le monde, ou est-ce que c'est une sérieuse alerte pour l'éducation nationale ? Vous savez, je crois qu'il faut le juger sur ses actes de ministre. Et dans ses actes de ministre, il a montré toutes ses défaillances. Il a montré beaucoup de mépris, beaucoup de manque de respect, à la fois pour les enseignants, pour les parents d'élèves, aussi pour les maires, les collectivités qui travaillent avec l'éducation nationale. Voilà, il a le droit de prendre des vacances, mais c'est vrai que c'est très désinvolte. Et en plus, ce protocole qu'il a écrit, rédigé, adressé un dimanche soir, la veille de la rentrée, sans que personne ne soit prévenu ou associé en amont, apprendre qu'il le fait depuis Ibiza, c'est voilà, la légèreté avec laquelle il traite et sa fonction et les enseignants et les parents d'élèves. Mais cette légèreté, cette désinvolture que vous dénoncez, elles doivent le conduire à quelle décision éventuelle, conséquence, démission ? Écoutez, moi, je ne demande jamais la démission des ministres ou des fonctionnaires. Il est nommé, il est là parce que Emmanuel Macron en a fait son ministre de l'Éducation. D'ailleurs, c'est un homme fort du gouvernement d'Emmanuel Macron, très soutenu par lui, qu'on nous a présenté comme étant l'alpha et l'oméga de la réforme de l'école. Et qu'est-ce qui se passe après 5 ans ? L'école n'a jamais été aussi affaiblie. On parle de ce protocole, mais on pourrait parler aussi des questions de fond. Regardez sur Parcoursup ce qui est en train de se passer. Oui, on va en parler. Regardez, dans votre programme. Vous voulez le supprimer d'ailleurs, Parcoursup. Oui, absolument. Mais encore une fois, puis on va passer à autre chose, mais sur la situation politique de Jean-Michel Blanquer, il y a un membre de la majorité en off qui dit Ibiza, c'est cata. C'est une façon de dire, ça peut avoir des conséquences. Est-ce que pour vous, ce qu'on apprend aujourd'hui, révélé par Mediapart et confirmé par LCI, ça aura des conséquences politiques? Oui, je pense que ça aura des conséquences politiques au sens où ça l'affaiblit encore plus. Il est affaibli par son action qui est désastreuse pour l'école. Il est affaibli par ce mépris qu'il a en permanence vis-à-vis des enseignants qu'il ne considère pas vis-à-vis de toute la communauté éducative. Et il est affaibli parce qu'en fait, faire ce protocole et le faire dans cette légèreté, dans ce rapport très distant, très méprisant, vis-à-vis des gens qui essayent tous les jours de trouver des solutions, des parents d'élèves qui galèrent parce que les classes sont fermées ou leurs enfants sont Covid, qu'eux-mêmes galèrent parce qu'ils sont en télétravail, qu'il n'y a pas assez de moyens à l'éducation nationale. Franchement, la situation la plus grave, c'est celle dans laquelle ils laissent l'école. C'est ça qui aura des conséquences politiques. Et ça a des conséquences, vous dites... Par principe, je ne demande pas la démission. C'est pas de votre niveau, je sais pas. Olivier Faure, il demande la démission. Oui, mais chacun son fait rôle. ce qu'il veut, mais moi, je ne fais jamais cela. C'est le président de la République qui est responsable de cette situation. Est-ce que Emmanuel Macron devrait y réfléchir? Est-ce que Jean-Michel Blanquer devrait lui Mais c'est leur affaire. Ils ont abîmé l'école. Un ministre qui prouve à la fin de ce quinquennat qu'en plus, vraiment, il traite tous les sujets avec légèreté, y compris dans la situation la plus difficile, c'est-à-dire la 5e vague de ce virus dont on espère voir quand même le bout. Oui. Cette 5e vague qui est venue encore frapper nos concitoyens qui étaient inquiets par rapport à quoi? Par rapport à l'école, la situation de leurs enfants et donc la situation de leur travail. C'est ça qui est grave. C'est que ce ministre-là n'a pas su prendre les bonnes décisions et en plus affaiblit l'école. Et ça, j'espère que les Français en tireront les conséquences, bien sûr, au moment de l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, parlons de votre programme, mais d'abord de votre campagne. Les sondages sont pas bons, pour dire même catastrophiques pour vous. Les maladresses, il y en a eu dans votre campagne. Christiane Taubira a confirmé sa présence dans la primaire. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Écoutez, moi, je suis d'abord candidate pour un projet. J'incarne cette gauche républicaine, profondément républicaine, social-démocrate, c'est-à-dire je propose un projet sérieux qui, partant d'un diagnostic, d'une situation de la France qui ne va pas bien,
Cette situation de la France, c'est quoi? Des inégalités qui se sont accrues, des services publics qui se sont affaiblis. Non, mais on va parler de votre programme. Je vous en parle. Vous me posez la question, qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir, Anne Hidalgo? Hier, j'ai réponds... interrogé des Français autour de moi. Honnêtement, je l'ai fait. J'ai dit, je reçois Anne Hidalgo, et elle est candidate, vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande? Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce qui l'a fait tenir? Et pourquoi elle est toujours là, d'une certaine façon, pas toujours là? Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche? Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, les valeurs, mon programme, mon projet. Ce pays a besoin d'une alternative qui soit bien sûr républicaine, mais qui soit beaucoup plus sociale, beaucoup plus juste. Je l'ai dit. Il s'intéresse à un moment à vous. Il s'intéresse à votre morale. Oui, je les rencontre, vous savez, les Français. Est-ce que c'est pas un chemin de croix? Est-ce que c'est pas un chemin de croix pour vous, ce début de campagne? Quand on a des convictions, et quand on veut porter ses convictions, quand on croit à l'avenir de son pays, et quand on voit qu'on est en train de tourner le dos à deux sujets majeurs. D'abord, la transition écologique, qui doit quand même nous amener à changer nos modes de vie. Et deuxièmement, la question de la justice dans ce pays, qui est le sujet majeur sur lequel j'apporte des propositions concrètes avec mon programme. Eh bien, moi, c'est ma motivation. Et vous savez, je rencontre beaucoup de Français. Vous avez un moral d'acier. Toujours. Et je rencontre beaucoup de Français, moi aussi, beaucoup. Oui. Certains qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, d'autres, oui. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ne lâchez rien. Tenez bon, vous êtes là pour nous. Alors, ils se disent aussi, alors vous en rencontrez, on en rencontre tous, ils se disent pourquoi elle s'accroche, vous dites, mais j'en doute pas une seconde. Les valeurs, vous dites, moi les valeurs, la conviction que j'ai un projet alternatif, encore une fois, on va y venir, mais ils se demandent, est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question d'enjeu de survie pour la marque du Parti socialiste? Le Parti socialiste, est-ce qu'il a plus à perdre à ne pas avoir de candidat, ça j'aimerais que vous leur répondiez, à ne pas avoir de candidat à cette présidentielle, ou à faire un score éventuellement famélique? D'abord, vous savez, cette campagne démarre, pour tout le monde d'ailleurs, de façon assez étrange, avec une pré-campagne très longue qui se fait d'ailleurs dans un cadre où le Covid vient écraser tout. La campagne, elle démarre maintenant, elle démarre et encore, elle est encore impactée. Vous diriez même qu'elle n'a pas vraiment commencé. Moi, ce que j'ai fait pendant ces mois qui ont précédé cette pré-campagne qui m'amène au mois de janvier, la semaine dernière, à présenter mon projet. Un projet, je le redis, sérieux, réaliste, ambitieux, qui veut régler les 3 urgences du pays: le défi écologique, le défi social et l'urgence démocratique. J'espère qu'on en parlera. Cette campagne, elle démarre aujourd'hui. Les équipes sont là, tout le monde n'est pas sur la ligne de départ. Il y a encore, vous savez, une étape qui s'appelle celle des parrainages. Il y a évidemment maintenant la campagne qui va se déployer partout en France. Il y a le travail que je fais d'Emmanuel Macron aussi. Et moi, le travail que je fais, le travail que j'ai fait, c'est de permettre à cette famille de penser au-delà du Parti socialiste, parce que heureusement, il y a aussi des gens au-delà du Parti socialiste aussi qui m'accompagnent et qui me soutiennent. C'est permettre à cette famille de penser indispensable pour notre pays et pour la République, d'apporter cette offre politique. Et donc, j'incarne cette offre politique. Parce qu'on va passer à autre chose, mais vous n'évoquez jamais votre faiblesse dans les sondages. Parce que, vous savez, on peut regarder vous ne prenez jamais acte de dire... On peut regarder les sondages, on peut regarder aussi beaucoup d'autres éléments qui vous disent ce que pensent les Français, où ils en sont. Et les sondages, on verra dans les semaines et les mois qui viennent ce qu'ils disent. Ça ne m'atteint pas. Alors, il y en a d'autres qui sont atteints. Qu'il y a des valeurs à porter, des propositions. Et c'est ce que je fais. Et c'est d'ailleurs, vous savez, la grande différence peut-être entre les responsables politiques, les gens qui s'engagent en politique, et c'est tout à fait honorable d'être aussi un commentateur de la politique, mais on n'a pas la même perception des enjeux et de l'engagement. La politique, c'est de l'engagement, c'est de la passion, c'est de la construction collective, c'est de la construction d'équipe. Et après une période qui a été très difficile et qui reste difficile pour le Parti socialiste, pour la famille de gauche, pour cette gauche républicaine qui aspire à gouverner, pas simplement à protester. Bien sûr que 2017 a été un moment très très dur où tout s'est effondré et ça ne s'est pas encore reconstruit. Voilà. Ouais. Et cette élection présidentielle est un moment pour remettre non seulement cette famille de pensée... Donc il vaut mieux un PS qui même fait un score
pas terrible, voire humiliant. J'espère bien faire le début de la construction. J'espère bien faire le meilleur score possible. Et j'imagine que ça vous porte. Et je sais que la politique, ce n'est pas quelque chose qui se prédit à l'avance, c'est quelque chose qui se construit, notamment par la détermination, l'engagement, la force des idées, le sérieux des idées. Et nos concitoyens ont besoin de sérieux et de solidité dans ces temps difficiles. Pour purger toutes les questions, ce sera la dernière. Il y a quelques jours, Julien Bayou, le patron des Verts, a appelé le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Et voilà ce qu'ils se sont dit d'après un papier du Monde. Vous pouvez même écourter parce que... L'écologiste a essayé de convaincre son interlocuteur, donc Olivier Faure, que pour sortir du bourbier et de l'émiettement, il demeurait encore et toujours une perspective d'union, si seulement Anne Hidalgo, au plus mal dans les intentions de vote, prenait la sage décision de se retirer. Écoutez, je ne vais pas commenter ce genre de choses. Je pense qu'il faut du respect des partenaires. Et aujourd'hui, malheureusement, à gauche, personne n'a vraiment de dynamique. D'accord ? Si on regarde les sondages. Et donc, vous ne vous sentez pas respecté par tous vos partenaires qui vous demandent... En tous les cas, je porte cette famille politique. On en a besoin. Cette famille de pensée, cette gauche social-démocrate, républicaine, qui a des propositions concrètes pour faire en sorte que ce pays soit plus juste, que la justice sociale soit au cœur de ce qui va nous réunir, nous les Français, et avec des propositions très concrètes. Parce que vous savez, ces 5 dernières années, 2 grands services publics ont été très abîmés, celui de l'éducation et celui de la santé. Ouais. Il va falloir les réparer. Ça va être difficile, tout ça va être très difficile, parce que l'état du pays n'est pas un état extrêmement positif. Quand on voit les fractures qu'il y a dans notre société, quand on voit ces inégalités, il va falloir bien sûr que nous travaillions d'arrache-pied, que les Françaises et les Français se sentent respectés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on rétablisse on prend quelques points de programme. Ce qui fait l'unité du pays, et notamment ces 2 grands services publics, éducation et santé, qu'il nous faudra reconforter. Programme. Vous l'avez présenté la semaine dernière. On va prendre quelques points. Vous augmentez le SMIC de 200 € net. 15%. C'est plus d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon. Et vous encadrez les hauts salaires. Comment ? Alors, d'abord, qu'est-ce que vous faites ? Du SMIC de 15%. Pourquoi 15% ? Parce qu'il y a eu un décrochage des bas salaires. Vous savez que c'est depuis 2008, les 10% des salaires les plus élevés ont progressé 10 fois plus que les 10% des salaires les plus faibles. Il y a un problème dans notre pays, le travail ne paye pas suffisamment et il faut, puisqu'on les a salués, les premières lignes, que les premières lignes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, puissent être augmentées. 15%, c'est du rattrapage. Encadrement des hauts salaires. Ensuite, l'encadrement des hauts salaires, c'est de dire il ne pourra pas y avoir, en tout cas, je vais vous expliquer comment, d'écart de salaire supérieur de 1 à 20. Ça existe déjà dans le secteur public. Le gouvernement Hollande l'avait mis en place. Et dans le privé. Et là, dans le privé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises qui pratiqueraient des salaires, des écarts de salaire supérieurs à 1 à 20, qui paieraient, grosso modo, au-delà de 300 000 € des personnes, des cadres dirigeants, pourront le faire, sauf que ces sommes-là ne seront pas déduites pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Elles seront entièrement fiscalisées. Et donc, cette mesure incitative est une mesure qui vise notamment à réduire ces écarts de salaire. Vous augmentez la fiscalité en empêchant les hauts dirigeants de déduire... C'est pas augmenter la fiscalité, c'est mettre de la fiscalité sur quelque chose qui, si ça dépasse cet écart de 1 à 20, n'est plus considéré comme du salaire, donc n'est plus déductible de l'impôt sur les sociétés, mais considéré comme de la valeur ajoutée. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un meilleur partage entre... Vous limitez de 1 à 20, on a bien compris. Le travail... Comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. 5 000 € pour tous les jeunes. C'est pas exactement la même proposition. Pas avec le même mécanisme. 5 000 € pour tous les jeunes. Absolument. Alors ça, tous les jeunes de 18 ans. Tous. Absolument. On a 18 ans, on a un chèque de 5 000 € de l'État. Parce que vous avez beaucoup de jeunes qui, d'ailleurs, quel que soit leur milieu, cette mesure, pour moi, elle se veut vraiment s'adresser à tous les jeunes et notamment à ceux de la classe moyenne. Souvent, vous savez, dans les mesures d'incitation, dans les aides sociales, la classe moyenne est écartée.
les enfants de la classe moyenne sont écartés, par exemple, sur un certain nombre d'accès à des bourses, etc. Et là, je veux que ce soit une mesure pour tous les jeunes, qui leur permette quoi? Alors, classe les plus défavorisées, classe moyenne, dont vous dites qu'elle elle passe à travers les mécanismes d'aide. Absolument. Et les plus aisés aussi. Oui, vous savez, vous avez aussi des jeunes de familles très aisées qui sont en rupture familiale, il faut l'accepter. Et puis, on m'a posé la question l'autre jour, on m'a dit, donc, Papé, vous lui donneriez ces 5 000 euros. Oui, s'il y a droit, mais vous savez que s'il est imposé sur la fortune et que j'envisage de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes, il y aura de toute façon une redistribution de cela. Donc oui, 5 000 euros pour tous les jeunes, pour leur permettre quoi? Leur permettre de pouvoir envisager un projet professionnel, un projet qui soit par exemple d'éducation. Non, il ne faudra pas conditionner ni sur les revenus ni sur un projet. C'est une mesure d'égalité. C'est un 5 000 d'un coup. 5 000 d'un coup, c'est une mesure d'égalité et de justice et c'est une mesure de confiance dans la jeunesse. Vous savez, on a une jeunesse avec laquelle on n'est pas très bienveillant dans notre pays. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe du côté de Parcoursup, cette espèce d'immense usine à stress que à partir vous voulez d'un algorithme supprimer. Qui décide de la vie de nos enfants. Et moi, ce que je veux, c'est de remettre de la possibilité pour les jeunes de se construire, d'avoir un projet personnel, de pouvoir amorcer vous savez ce que c'est. Les gens vous entendent et disent, mais combien ça coûte ? Alors, j'ai mis dans mon projet, vous avez vu, puisque j'ai un chiffrage, j'ai d'ailleurs demandé à la fois à Valérie Rabault, qui a été rapporteure du budget, qui est présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, mais aussi à Christian Eckert, ancien ministre du budget, de le chiffrer et de me faire des propositions. Et donc, sur la totalité des mesures éducation-jeunesse, c'est 14 milliards d'euros que je mets, que je récupère comment? Eh bien, parce qu'on crée un impôt... Par an, parce que c'est par an. 14 milliards par an. 14 milliards. On redéfinit évidemment les priorités du budget. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 grands services publics sur lesquels je veux mettre des moyens. Tout ce qui concerne l'éducation, la jeunesse et tout ce qui concerne la santé. Alors, vous retrouvez ces priorités dans le chiffrage que j'ai pu faire. Qui intéresse les Français, il y en aura d'autres. Mais cette mesure ne coûte pas en soi 14 milliards, c'est un ensemble de mesures. Oui, pas... celle-là, précisément, elle coûte combien dans les 14 milliards? Non, elle est en dessous de cela, bien sûr, elle est autour de 3 milliards, 3 milliards 5. Par an. On verra, on checkera tout ça, mais vous reviendrez, puisque vous nous dites « je serai là le 10 avril », vous aurez l'occasion. Un sujet qui est monté ces derniers jours, ce sont les droits de succession. Oui. On apprend dans les Échos ce matin que 8 Français sur 10 sont favorables à une baisse des droits de succession. Alors vous voulez baisser pour 95% des Français qui devraient les payer, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une franchise. Jusqu'à 300 000 euros. Et vous augmentez les droits sur les hauts revenus. Oui, sur les hautes successions sur les plus hauts revenus. De 2 millions d'euros. Mais comment? Alors là, je vous demande, vous dites supérieur à 2 millions d'euros, mais ils sont taxés à quel taux? Alors, comment ça va se passer? Vous avez d'ailleurs une députée socialiste, Christine Pires-Beaune, qui présente une proposition de loi à l'Assemblée qui contient précisément cette mesure. 2 choses. D'abord, oui, faire en sorte que la grande majorité des Français soient même allégés sur leurs droits de succession. Et notamment, aujourd'hui, vous le savez, il y a des exonérations à partir de en dessous de 100 000 euros. Je propose de monter ces exonérations jusqu'à 300 000 euros. Jusqu'à 300 000 euros, exonération totale des droits de succession. Et donc, sur les hautes successions, c'est-à-dire... Vous les taxez comment? En un mot, parce que j'ai encore 2 questions à vous poser. Taxées et le produit de... Mais comment? De combien? Écoutez, elles seront taxées, elles sont prévues dans mon projet. Je vous décrirai le détail. Je ne suis pas venue ici avec... non, mais parce que je ne l'ai pas trouvé, le détail. Eh bien, vous le trouverez dans la proposition de loi de Christine Pires. D'accord, mais vous ne pouvez pas nous le dire ce matin. 2 questions encore. Je vous le dis, à partir de 2 millions d'euros. Et la mesure est intéressante parce que elle s'adresse, elle est différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur les droits de succession. Vous savez, sur les droits de succession, souvent on s'est placé du côté de celui qui verse la succession, et là on se place du côté de celui qui la reçoit. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté dans la mesure et dans la taxation telle qu'elle est prévue très précisément. On verra. Éric Zemmour, 2 questions encore, Anne Hidalgo. Condamné hier, 10 000 euros. Pour ses propos qualifiés de provocation à la haine, en l'occurrence des mineurs isolés. L'avocat dénonce une condamnation idéologique, stupide. Éric Zemmour fait appel.
sa candidature reste légitime? Pour moi, elle n'a jamais été vraiment légitime, cette candidature. C'est une candidature d'un personnage en grande partie fabriqué, dont on n'a jamais contesté sur les plateaux la légitimité a priori. Je le redis ici. Il était souvent plus difficile de venir présenter la candidature de la femme de gauche, républicaine, social-démocrate que je suis, dont on questionnait, et on questionne parfois encore la légitimité, par rapport à un négationniste d'extrême droite, condamné et recondamné encore par la justice pour des propos qu'il a réellement tenus. Il y a quand même un sujet avec cette candidature. Alors, sauf qu'il incarne un segment de l'électorat bien sûr, de vote de 12 à 15%. Il incarne, beaucoup plus que vous. Il porte. Alors ça, pour l'instant, c'est vous qui le dites. Non, c'est les sondages. Et par ailleurs, oui, peut-être, mais les sondages ne disent peut-être pas exactement ce qui se passe dans l'opinion publique française et dans la tête des Français. Et est-ce que parce que quelqu'un vient porter des propos négationnistes qui sont condamnés par la loi, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits, est-ce que ça justifie une candidature? Est-ce que vous ne croyez pas que le rôle aussi des médias, le rôle du monde politique et médiatique est de faire la distinction entre ceux qui portent des propos qui sont des propos diffamatoires et de l'ordre du délit tel que prévu dans la loi française et celles et ceux qui portent des opinions, parce que les opinions doivent évidemment pouvoir être partagées? Eh bien, je vous le dis, et c'est confirmé par la justice, M. Zemmour est du côté de ceux qui propose et porte des délits en permanence par la diffamation, par des propos négationnistes. Et ça, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, chacune et chacun s'en rende compte et qu'il n'ait plus son rond de serviette, comme il l'a aujourd'hui partout. Et qu'on ne vienne pas me dire... Pour finir, qu'on ne vienne pas me dire, il porte les vraies aspirations des Français. Parce que les vraies aspirations des Français, elles sont où? Elles sont dans le pouvoir d'achat, elles sont dans les questions d'éducation de leurs enfants et dans leur santé. Merci Anne Hidalgo d'avoir été ce matin sur LCI.